Est-ce qu'il y a des questions? J'ai beaucoup de questions, mais j'étais très très surpris en bien par les nouvelles toilettes de l'école Métra. Ça, c'est évident. Alors, parmi les questions, je vais quand même en poser qu'une seule qui me concerne directement. C'est pour la première intervention. C'est que je pensais, parce que je l'ai pratiqué étant fonctionnaire d'une autre administration avant et étant copropriétaire, je pensais qu'il y avait forcément des usagers tout au long, non seulement de la conception d'un projet architectural, mais même pendant sa réalisation. Et je l'ai vécu pour un réaménagement de labo dans un bâtiment classé à l'École supérieure des arts et métiers à Paris. Et je l'ai vécu, bien sûr, dans ma copropriété. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, dans la ville de Paris, pour des écoles, il n'y aurait pas un comité d'usagers qui travaille avec vous, pas à pas, tout au long même de la réalisation. Réunion de chantier tous les 8 jours. La question était plutôt pour Charlotte, mais je vous avoue que peut faire partie de temps en temps de concertation. Vous parliez de concertation, c'est ce que j'ai pu présenter. Alors le gros mot un peu concertation, mais on consulte justement les usagers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes et du coup, je vais faire la pub du CAE en partie peut-être. Mais on essaye au contraire de concerter les usagers. Alors c'est peut-être aussi revenu à un truc un peu à la mode de la participation des publics, etc. Mais c'est devenu obligatoire, en tous les cas, nous, sur beaucoup de projets de la ville, on accompagne, que ce soit le plan climat, la refonte de la stratégie résilience, le plan local d'urbanisme, tous les quartiers à embellir en ce moment, les fameux travaux dans les rues parisiennes, c'est des démarches exploratoires avec des marches exploratoires. Et moi, en tant que chef de projet pédagogique, sur les projets où la ville me propose d'intervenir, j'arrive même à faire du suivi de chantier justement. Alors, ils viennent pas aux réunions, mais on rentre quand même sur le chantier, on met le casque et on va de l'autre côté de la palissade. Donc après, ça dépend des projets. Il y a aussi des projets qui doivent être faits vite, rapidement, pour sortir de terre. Mais nous, en tous les cas, on essaye assez souvent, au-delà de leur demander leur avis, de leur montrer aussi ce qui se fait de l'autre côté de la palissade. Pour compléter, il me semble que c'est pas si facile de faire émerger la parole des usagers, c'est-à-dire que souvent, c'est des représentants qui viennent, soit les représentants ils vont avoir un avis qui est c'est comme un syndicat, c'est-à-dire que un syndicat ça représente le syndicat plus que ça représente plus que l'ouvrier qui va être en bout de chaîne, etc. Et donc comment les filtres de représentation peuvent aussi rendre plus difficile l'émergence de données. Il y a aussi la peur que les usagers demandent des trucs incroyables, et donc toutes ces peurs fait qu'un projet s'est déjà tendu sur plein de sujets, et donc se complexifier les demandes. Moins on sait faire, moins on sait demander, plus on se dit ils vont demander des trucs incroyables, etc. Donc il y a aussi ça. Et on voit par exemple aujourd'hui, quand il y a un projet urbain, il y a des réunions de concertation qui sont aussi des moments où la parole elle est donnée de manière enfin moi qui adore la concertation, ces réunions-là, j'y vais pas parce que c'est en fait un enjeu où les choses sont déjà un peu bouclées, c'est des enjeux de représentation, c'est difficile de comprendre le plan qui est affiché, et donc je pense qu'il y a aussi, on a un petit peu peut-être perdu la compétence de savoir comment aller mobiliser les usagers pour le faire correctement. Après, il y a quand même des cadres qui fabriquent ces rencontres, ces moments de concertation, etc. Par exemple, dans le collège dans lequel je fais de la maîtrise d'usage, en plus de la maîtrise d'usage, il y a, comme dans tous les collèges, des moments où il y a tous les mois une réunion entre la direction du collège, la maîtrise d'ouvrage et l'architecte. Mais en fait, le directeur du collège, il arrive à la réunion, il a déjà oublié qu'en fait, il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui lui a dit un truc. C'est quand même un métier de se souvenir qu'en fait, tout ça. Enfin, la manière dont on demande, le temps qu'il faut, etc., il n'est pas vraiment à l'échelle de la réalité d'un projet. Moi, ma question, c'était de savoir, bon, déjà, il y a quand même un gap entre la concertation de base et la maîtrise d'usage. On arrive presque vers la co-conception, presque, hein, des fois, si on pousse l'exercice plus loin. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire sur tous les projets. Ça semble compliqué. Ma question, c'est de savoir si avec cette expérience que vous avez menée sur les toilettes parisiennes, vous pouvez exporter une certaine partie de ce que vous avez appris et le modéliser, l'essaimer. Finalement, ça marcherait pour d'autres écoles primaires. Ou est-ce qu'il y a une partie, finalement,
maîtrise d'usage qui n'est pas possible de répliquer ailleurs. Voilà. L'idée de ce projet, c'était vraiment de tester des équipements, etc., pour pouvoir voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas pour l'appliquer à d'autres écoles. Donc c'était vraiment l'idée de ces sites pilotes pour justement détailler le cahier des charges de la direction des affaires scolaires, le préciser et adapter les marchés aussi de la ville en fonction, quoi. Donc ce projet, c'était vraiment l'idée de tester pour appliquer certains éléments sur d'autres écoles, des collèges, etc. Donc c'est vraiment l'idée de base de la direction des affaires scolaires. Les services de la ville s'emparent déjà. En fait, nous, en tant que sérieux, on a dû fournir, il est en cours de relecture totale, un cahier de préconisation. Donc on a listé certains éléments qui peuvent être réplicables. Après, je mesurais le propos où il y a en effet répliquer des préconisations, il y a toujours les adapter au contexte, à la tranche d'âge. Un bâtiment sur cour ou un bâtiment à rez-de-chaussée, c'est pas la même chose d'un point de vue morphologie, etc. Donc on a tiré des grandes préconisations qui sont certaines de celles qui sont appliquées à Metra. Et le but, comme le disait Nalouen, c'est que ça soit appropriée par les services de la ville et remise en œuvre. Et aujourd'hui, en réunion la dernière fois, tu nous disais qu'une personne de la CAS, donc la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance, quelqu'un de la direction des affaires scolaires pour faire un peu simple, il nous disait que dans le 20e, d'autres directeurs disent on veut un Metra bis. Donc ils veulent qu'on refasse les mêmes choses, mais les préconisations, c'est celle de l'absence d'urinoir et de cabine toute hauteur. Mais ensuite, il faut les mettre en place correctement. Pareil, sur vitrer les façades. Donc, on a des grosses préconisations qui restent un cahier des charges. Et pour moi, il y a encore besoin parfois d'avoir une maîtrise d'usage ou un architecte qui vient mettre tout ça en forme. Parce que si c'était juste des listes à appliquer, on n'aurait plus besoin ni d'AMU, ni d'architecte. Mais en tous les cas, la liste et le cahier, je pense cet été, sera publié sur les préconisations portées par le CAE dans le cadre de cette étude. Je veux juste rajouter aussi que évidemment, pour les équipes en interne des services techniques, d'avoir ce type de projet, ça nous permet aussi de remettre en question les choses qu'ils faisaient habituellement. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il y a des habitudes forcément dans le cadre de son travail. Donc, la question du genre, ça a été super dans le service parce qu'on s'est tous posé la question. On a dit mais oui, mais les enfants, il y avait pas de sujet, c'était des appréhensions des adultes, etc. Donc, ça a permis d'être des sujets de discussion. Et aujourd'hui, quand on refait sans concertation des sanitaires, au sein des équipes, oui, ces sujets, ils reviennent, genrés, non genrés. Les urinoirs, finalement, est-ce qu'on en a besoin ? Peut-être pas. Du coup, ça permet aussi de reposer des questions qui étaient peut-être à la base occultées parce que on refaisait, fallait refaire au propre, etc. Mais on questionnait pas forcément l'usage. Donc ça a permis quand même d'ouvrir la discussion. Et de se poser de nouvelles questions ou des questions qui reviennent. Voilà. C'est ce que j'avais envie d'ajouter. Je pense que ce qui peut se transmettre, c'est par contre la grille de lecture. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se pose les questions sous le prisme du genre, sous le prisme de l'intimité, sous le prisme du sanitaire handicap. Et en fait, aujourd'hui, on sait très bien se poser les questions sous le prisme du thermique et du fluide. Et rajouter en fait une auto-évaluation dans les services et en fait de faire un peu évoluer les prises de conscience sur certaines choses, ça c'est une transmission forte et réplicable. Et même parfois, en fait, même quand la DASCO s'approprie nos argumentaires, elle se retrouve encore face à des directeurs d'école qui comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'urinoir. Et donc c'est pour ça que dans le cahier de préconisation, je vous faisais la liste des précos, mais il y a aussi l'argumentaire que Nalouen et ses équipes ont pu assimiler et questionner entre eux en participant aux réunions. Et c'est pour ça qu'on a mis ce webinaire. Toutes les fiches des experts et des retours d'expérience, on les a mis en ligne. Cette conférence alimentera aussi tous les sujets autour de l'étude d'action. Et c'est un vrai enjeu d'acculturation sur ces sujets-là, qui se fait par le long terme, par la mise à disposition, par l'invitation à des conférences. Mais moi, je me retrouve encore à devoir appeler des directeurs pour les convaincre de pourquoi pas d'urinoir. Parce que c'est aussi un temps pour les services de la ville. Ils sont convaincus, mais ils n'ont pas encore l'argumentaire et la capacité de convaincre leurs pairs sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'on a encore un rôle à jouer quand même côté AMU ou côté décrocher nos téléphones pour continuer à expliquer tout ça. Mais le but à long terme, c'est que les services puissent reproduire ce système-là, se l'approprier totalement et être autonomes sur les rénovations à venir. Bonjour, merci. Moi je suis architecte. Merci pour cette belle présentation, c'était vraiment super. Moi j'ai une question pour l'équipe de Rosny-sous-Bois justement. Il y avait une photo au début où vous montrez les toilettes sèches et on voit pas de porte. Alors je me pose la question.
Oui, mais ça c'est une grande question et je pense que sur les blocs sanitaires à venir, même en maternelle, parce qu'en maternelle c'est vrai que c'était pas encore, quand on a conçu ce projet, c'était pas encore une demande des équipes, mais là ça vient de plus d'intimité pour les enfants d'âge maternel. Donc là effectivement, les maternelles ont juste des petits séparatifs, mais il n'y avait pas de porte. Dans les cabines élémentaires, il y a bien des portes par contre. Et une deuxième question un peu plus technique. Quand vous disiez qu'il y avait un grand trou, comment est-ce que vous gérez les odeurs dans les cabines? Alors le système qu'on a mis en place, la ventilation se fait par le composteur. Donc en fait, ouais, exactement, on aspire l'air. Donc quand on s'assoit sur le toilette, on a un petit courant d'air aussi qui est pas désagréable. Et donc les odeurs, elles, alors dans nos bâtiments, il n'y a pas de ventilation mécanique, sauf pour les toilettes. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis aussi architecte et je me demandais juste dans la question des usages, vu que vous travaillez avec des personnes sur le moment, des personnes dans le présent, quoi, comment vous gérez en fait les groupes de personnes qui vont changer et la temporalité dans ces questions d'assistance à maîtrise d'usage? Oui, c'est la première chose que quelqu'un nous dit quand on lui demande son avis. Il dit moi je suis enseignant ou je suis élève, mais demain je serai plus là. Mine de rien, en tant qu'enseignant, il va quand même avoir une expertise de plein de choses. Et donc, on comprend bien qu'on ne va pas faire ce que l'usager demande. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il nous transmette l'expertise de comment se passe, quels sont ses enjeux, comment se passe sa journée, comment il travaille, quelles sont ses contraintes. Ensuite, on en extrait ce qui peut faire évoluer le projet. Et donc, un enseignant qui va dire moi, en fait, je passe ma vie à faire des allers-retours entre le foyer des élèves et ma salle de classe. Certes, lui fait ça, les autres le feraient pas. Peut-être que ça peut nous influencer sur la manière dont le foyer des élèves peut accueillir une classe, etc. Mais on va laisser une classe conventionnelle et le foyer va quand même accueillir des usages conventionnels. Donc, en fait, on essaye d'avoir le plus d'informations possible sur la réalité. Encore une fois, on n'est pas en train de faire des trucs extraordinaires parce que quelqu'un demande un truc extraordinaire. On essaye juste de prendre en compte tout le monde, de la femme de ménage au gestionnaire, au principal, parce qu'en fait, sinon on le fait pas. Donc on n'est pas dans l'extraordinaire, on est dans la quête d'information pour juste pour être au plus juste et oublier personne. Mais certes, c'est pour ça en fait que souvent les usagers, enfin en tout cas dans un collège, interviennent pas. C'est que c'est la peur de dire moi en fait ce que je veux n'intéresse personne. Alors qu'en fait, avant même que tu veuilles des choses, nous on voudrait savoir, que tu nous racontes qu'en fait les chaises, les élèves ils arrivent même pas à glisser sous la table dessous parce que les pieds dépassent des tables, enfin, ou que je sais pas que vos meubles à roulettes passent, enfin je sais pas que la taille d'un chariot de salle de sciences fasse telle taille, et donc il faut qu'on fasse attention quand on pose les tables. C'est des choses basiques, c'est-à-dire que même si ça change de prof de sciences, la taille du chariot de sciences ne changera pas. Enfin, en tout cas. Bonsoir. C'est pour continuer un peu sur la technique des toilettes. Qu'est-ce qui se passe après avec le compost et un peu plus techniquement, est-ce que il y a beaucoup de lieux publics où c'est mis en place les toilettes sèches? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est cata? Enfin, c'est comment? Ouais, merci. Quand on a fait ce choix, on avait trouvé effectivement une école dans le Gers, peut-être, c'est ça. Oui, effectivement, on n'a pas trouvé 1000 exemples de toilettes sèches dans des écoles ou même dans des établissements recevant du public, des bureaux à Paris. J'ai visité après avec le CAE l'école Jeanne d'Arc dans le 13e. J'aimerais bien avoir un retour d'expérience. Voilà, une expérimentation de toilettes sèches. C'est quelque chose qu'on va trouver en autoconstruction beaucoup, qu'on va trouver sur les festivals, qu'on va trouver dans d'autres cas de figure, avec d'autres systèmes, on va dire. Quand on se lance dans le sujet, on voit qu'il y a quand même des fabricants, il y a quand même des personnes qui savent faire. Et donc, on a assez rapidement trouvé
le composteur, la cuvette qui s'adapte sur le composteur. Enfin voilà, l'ensemble était vendu et ça a été installé par un plombier qui n'avait jamais fait ça de sa vie, mais il n'y avait pas de difficulté particulière. Il y avait juste besoin d'une évacuation pour les urines et puis après du système de ventilation mécanique, mais qui lui est classique. Donc on va dire que techniquement, il n'y a pas de difficulté à part d'avoir un local adapté pour installer ces composteurs. Il y a d'autres systèmes avec des tapis roulants quand on a un local technique qui est au même niveau. Moi, ça me paraissait plus susceptible à malfonctionnement et je trouvais que d'avoir un tuyau PVC en connexion entre la cuvette et le composteur, je voyais pas ce qui pouvait se passer après en exploitation. Et effectivement, oui, c'est très simple et donc ça fonctionne bien. Et le composteur, la matière se composte et donc réduit en volume et nos composteurs sont loin d'être pleins et loin d'avoir la nécessité d'être vidés. On a un composteur par toilette. Mais ça, il y a différentes tailles qui existent. Donc nous, on a pris peut-être un peu grand, on aurait peut-être pu prendre la taille en dessous. Et on peut aussi faire un ensemble maçonné et sur mesure pour être encore plus efficace et ne pas avoir du plastique éventuellement. Pour complément, c'est en effet assez simple à mettre en œuvre, mais il y a tous ces petits éléments qu'il faut bien prendre en compte sur le dimensionnement, comme quand on dimensionne la cuve de récupération d'eau de pluie pour arroser son jardin. En fonction du nombre de pieds de tomates qu'on a, on n'a pas la même consommation d'eau. Là, c'est un petit peu la même chose. Et le composteur, si vous regardez bien, il avait une trappe blanche qui permet du coup d'attraper. Donc il y a aussi les humains qui vont venir faire ce travail-là. C'est pas le travail le plus agréable. On vient casser des cônes, donc la matière elle tombe en pointe. Donc il faut au bout d'un moment casser cette pointe pour pas qu'elle monte trop haut. On peut casser les cônes. Le mot est assez beau, mais la réalité un petit peu moins. Et après du coup pensez à ces personnes qui vont à l'intérieur. Donc ça a beau être un sous-sol, c'est important qu'il soit éclairé, qu'on puisse déambuler agréablement à l'intérieur. La lumière dont parlait Charlotte tout à l'heure dans l'école élémentaire Jeanne d'Arc, l'accompagnement par des professionnels. Alors j'ai pas du tout suivi le projet, je l'ai observé a posteriori. Ils ont mis une lumière basse, tout simplement parce qu'en fait la lumière, quand on regarde le trou, même quand on va dans des sanitaires de festival, on n'a pas envie de regarder ce qu'il y a en dessous. Dans Slumdog Millionnaire ou dans d'autres films, vous voyez très clairement le contenu. Là, du coup, l'intérêt, c'était d'avoir une lumière un peu en dessous, d'un point de vue de l'utilisateur pour ne pas avoir le contenu, mais aussi d'un point de vue du micro-organisme qui est en train de se développer à l'intérieur. Pour les insectes, c'était bien de ne pas avoir la lumière directe sur le contenu. Et après, par contre, dans Retour d'usager, dont parlait Charlotte à l'école Jeanne d'Arc, ça a été intéressant de voir la taille du trou, justement. Où il peut y avoir une petite appréhension, t'en parlais pour les maternelles. Donc là, pareil, on a parlé de la question de la lunette à clipser ou à poser là-dessus pour réduire un petit peu le trou. Et à Jeanne d'Arc, ça n'a pas été systématisé autant que c'est le cas au centre de loisirs Jacques Chirac ou Mermoz qui vient d'être livré. C'est un sanitaire en proue de bateau, donc qui a été un peu stigmatisé en quelque sorte. Et du coup, pour moi, il aurait été confondu au sein d'autres sanitaires. La seule vraie différence, c'est la chasse d'eau, comme le disait Charlotte. Il aurait peut-être été plus utilisé. La gardienne vous dira qu'elle les adore et qu'elle les utilise tous les jours si vous allez à Jeanne d'Arc. Les enfants les utilisent un petit peu moins. Donc voilà, il y a aussi, c'est simple, mais il faut avoir la précision de chacun de ces éléments, ventilation, cuve, éclairage, etc., pour que ça fonctionne. Mais sinon, c'est facile.